donc la rubrique Crash. Alors là, on va se régaler. Devinez par quoi je veux commencer. Attention, roulement de tambour, gros suspense, un pilote qui va peut-être retourner ou pas retourner, qui va peut-être finir en Clio Cup. C'est George Russell, c'est ce que disait Toto Wolff, qui l'estime responsable du crash, du carton du 32e tour, pour faire vite les gars, mais on a tous bien sûr en tête ce qui s'est passé, ces images spectaculaires de l'accrochage entre le pilote Williams et Valtteri Bottas. On luttait pour la 8e place, on était au 32e tour. George Russell qui tente de dépasser Bottas par la droite avant Tamburello. Donc là, on est à plus de 300 km/h. La piste en légèrement détrempée, DRS ouvert. Il se décale, Russell. Enfin, il passe, il tente de passer, sauf que Bottas fait un écart aussi. Mais de l'autre côté, Russell peut-être un peu surpris. Il chope l'herbe et là, c'est terminé. Il emporte Bottas. Il s'emporte lui-même. Ça finit dans un nuage, un carton de polystyrène, un carton de. On a tout emporté au passage. Ça a tapé le rail. Ça a fait très mal. Les deux pilotes sont sortis. Et là, on a eu l'image du week-end. Alors qu'on est sur Twitch, on va peut-être censurer, mais bon, en gros, c'était ça. Voilà. Le doigt de Valtteri Bottas à George Russell, puisque Russell en a eu gros sur la patate. Il est venu tout de suite le dire à Bottas. Bottas lui a dit voilà, to you bref, à ceux qui me concernent, voilà, allez vous faire saluer. En tout cas, les amis, à qui la faute sur ce crash? Est-ce qu'il y a une faute d'ailleurs? Peut-être la question qu'il faut commencer, c'est est-ce qu'il y a un fautif sur les deux, entre Valtteri Bottas et George Russell? Thibaut. Alors, ouais, il y a un fautif. Alors, c'est juste vraiment au début. De base, Bottas, il a rien à faire, faire là. Il n'est pas 9e avec une Mercedes. L'erreur de base, c'est qu'il n'a pas le droit d'être là avec une Mercedes et de se faire passer à la régulière par une Williams. Après, sur le mouvement et sur l'accident, je pense pas qu'il y ait réellement de fautif. C'est un peu 50-50. Il y a un petit mouvement qui envoie Russell légèrement sur la droite, mais non, je pense que c'est partagé. 50-50 George Russell. George Russell qui arrive comme une balle quand même, qui tente de passer. Il savait très bien qui il avait affaire. On connaît le contexte entre les deux. La honte pour Bottas à Bahreïn. Dépassement de George Russell. George Russell qui a faim, qui veut le baquer Mercedes. George Russell est un peu gourmand quand même, hein, Mathieu. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, en fait, c'est marrant parce que la réaction de Russell en interview où il dit ouais, si ça avait pété un autre pilote comme ça, Bottas aurait pas réagi comme ça. Moi, je suis exactement persuadé de l'inverse. C'est que Russell veut aller le dépasser là, à cet endroit-là, à ce moment-là, parce que c'est Bottas et qu'il veut prouver qu'il le bat à la régulière. Donc je suis d'accord avec Thibaut. Clairement, Bottas, il a rien à faire en 9e place. Par contre, sur l'action en tant que telle, Russell est beaucoup trop optimiste. Il sait que l'autre ne va pas l'aider à le passer, c'est clair. Pour moi, la faute est plus côté Russell par excès d'optimisme et excès de vouloir montrer à tout prix qu'il est bon. Et malheureusement, ça fait 2 voitures détruites. George Russell qui a eu du mal à dire sa responsabilité. Hier, il parlait de gentleman agreement. Valtteri Bottas a rompu ce gentleman agreement. Non, mais moi, surtout, ce que je trouve dommage derrière dans la foulée, c'est qu'en fait, justement, on comprend qu'il se prend une tape derrière la tête par Wolf et par l'équipe et qu'il se sent obligé d'aller s'excuser. Ouais. Soit il y a un moment, t'assumes et entre guillemets, tu dis ce que tu penses et tu vas jusqu'au bout. Mais 24 heures plus tard, dis ah ouais, dans l'excitation, tout ça, bah non, t'excuses pas quoi. Enfin, il y a un moment, si on sait que ce que t'as dit en premier, c'est ce que tu penses, ok, soit, assume et va jusqu'au bout quoi. Donc, pour le coup, Bottas, pas fautif. Russell doit assumer ce qui représente un peu peut-être une faute, en tout cas un excès d'optimisme, Bastien. Bottas, pas fautif. Non, mais imaginez, je me mets aussi à la place de Russell. Vous êtes un pilote qui est certainement destiné à être dans un baquet Mercedes l'année prochaine. Vous avez la Mercedes que vous visez devant vous. Mais Russell, forcément, il devient fou. Peut-être il l'a trop été, certainement. Et puis Bottas, je pense aussi que Bottas, quand même, il s'est dit, oula, Williams, non, 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 non. Voilà, c'était en cascade, donc je pense aussi que c'est plus du 50-50. Excès d'optimisme de George Russell et puis Bérésina Bottas, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Sans déconner. Oui. Bon, après, dans le mouvement, Bottas,
Ouais, je défends Valtteri Bottas sur cette action quand même. Valtteri Bottas, il s'écarte, mais il se rabat pas sur lui, il se rabat de l'autre côté, il bouge de l'autre côté. Limite, Oui, oui. presque il le laisse passer. C'est pas, c'est juste. Alors, ce commentaire avec qui je suis d'accord dans le chat, c'est Wolfenstein 56. Bon, on le disait un peu, il a pris peur un peu. Enfin, il est surpris par cet écart. Après, on se joue à des vitesses. Voilà, là, il y a les temps de réaction. Et Russell a légèrement excès d'optimisme, mais Bottas ne fait pas de faute dans cette histoire. Si vous vous souvenez après de Hamilton qui fait sa remontée, au même endroit il passe Lando Norris. Alors Lando Norris qui est celui qui défend Hamilton, qui attaque, Hamilton passe au même endroit. Alors il n'y a pas d'écart de Norris, mais Hamilton arrive à passer et va pas mordre dans l'herbe. Donc Russell un peu plus fautif dans cette histoire. Et je pense Thibaut, que ça soulève, ouais, ça soulève- vas-y, ouais, Bastien. Ouais, je voulais rajouter un dernier truc, ça soulève un autre problème, c'est que quand on voit les deltas de vitesse que provoque le DRS, c'est aussi dans Ah, ces moments-là que ça peut être dangereux quand même, hein, parce que si c'était une aspiration naturelle, entre guillemets, il aurait eu le temps de jauger sa manœuvre, Russell. Là, il arrivait avec un delta tellement énorme, je jette pas toute la pierre sur Bottas, mais je ouais. mettrai pas toute la pierre non plus sur Russell. Donc tu jettes un petit caillou sur Valtteri Bottas, c'est un plus gros caillou sur Russell alors. On va dire que je jette un grain sur Russell et puis une petite pierrette sur Bottas. Bim. Total Wolf qui disait George n'aurait jamais dû se lancer dans une telle manœuvre, dans cette manœuvre. Voilà, pour conclure là-dessus, Thibaut, il n'aurait pas dû se lancer, notre ami George. Il aurait dû attendre finalement un peu plus. C'est compliqué de dire à un pilote d'attendre hein, quand même. Ah oui. C'est devant lui, il a la voiture qui convoite. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à donner de réel fautif dans l'histoire. C'est que Bottas défend son baquet, Russell attaque le baquet de Bottas et au final, bon bah ça finit dans le bac. Hein, c'est Inéluctable. C'est ce qui s'est passé en tout cas à Imola, ce crash spectaculaire. Alors, on n'a pas eu le temps d'avoir peur. Heureusement, les deux pilotes vont bien ce soir. Bon, peut-être du côté psychologique, c'est un peu plus compliqué. Mais ce crash a beaucoup fait parler à Imola entre Valtteri Bottas et George Russell. La suite des crashs, on voit à l'image, en tout cas, l'image donc de la Williams endommagée, très endommagée de George Russell et la Mercedes de Valtteri Bottas. La suite donc de ces crashs, on va dérouler un peu plus vite quand même, sinon demain on est encore là. L'accrochage entre Nicolas Latifi et Nikita Mazepin. Mazepin, dans le chat, j'ai vu quelqu'un qui s'est animé sur Nikita Mazepin. Pour le coup, alors, vite fait le contexte, voilà, Nicolas Latifi qui part en tête à queue dans le premier tour sous la pluie, dans le virage Aqua Minerali. Il revient un peu brutalement, il oublie qu'il y a des voitures dans son angle mort, et cette voiture, c'était la Haas de Nikita Mazepin. Au tapis, Nicolas Latifi, Mazepin qui continue, mais Nicolas Latifi qui provoque la safety car. Mazepin qui surgit donc dans l'angle mort, mais cette fois, il n'est pas fautif. Mathieu, Ah non, là. Mathieu, je suis à hocher de la tête, tu n'es pas d'accord. Ah non, Non. pour moi je suis complètement d'accord. Pour le coup, voilà, Mazepin, enfin, qu'on veut, mais là, beaucoup, là, enfin, de lui mettre la faute, enfin, clairement le mec il peut rien quoi. C'est Latifi se sort à gauche, il va sur la droite de la piste. Enfin, entre guillemets, là pour le coup, la seule option qu'avait Mazepin, c'était de se mettre de lui-même dans l'herbe, quoi. Non, pour le coup, là, enfin, pour moi, celle-là, je la mets 100% sur Latifi qui a déjà fait une erreur juste avant. Et pareil, enfin, je trouve que on parlait tout à l'heure des regrets que par exemple Red Bull peut avoir. Enfin, chez Williams, ils doivent être débités, quoi. Parce Ah que oui. clairement, c'est les deux ont fait une très très belle qualif. Les deux, c'est suffisamment pour le signaler, étaient en Q2. Et clairement, vu ce qui s'est passé dans la piste, potentiellement les deux pouvaient rentrer dans les points, quoi. Donc clairement, là, d'avoir les deux voitures dans le mur, alors qu'on pouvait les deux dans les points, clairement, pour une équipe qui va chasser la moindre opportunité de pouvoir marquer au moins un point, c'est une grosse occasion de perdue à cause d'une erreur des deux pilotes pour le coup. Nicolas Latifi, parti 14e à Imola, c'était sa meilleure qualification, si je ne m'abuse. George Russell, 12e. C'est vrai que la facture est salée pour Williams. Thibaut, on finit sur ce crash Latifi versus Mazepin. C'est Latifi qui a en tort. ouais, ouais, Latifi est en tort et même au micro de Canal+, il dit que pour lui c'est sorti tout seul. Donc moi ce qui m'interroge aussi beaucoup, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de visibilité, mais ça veut dire qu'il n'a pas vu qu'il y avait Mazepin derrière lui. Donc ça veut dire qu'il revient en piste et qu'il se remet tout seul sur sa trajectoire et qu'il tape Mazepin. Malheureusement, même si c'est un peu le running gag depuis le début de saison,
Non, cette fois-ci, Mazepin, il est au Ouais. mauvais endroit, au mauvais moment, on va Au dire. mauvais endroit, au mauvais moment, en effet, Nikita Mazepin. Alors, il faut quand même préciser, nous, on est là à débriefer comme ça tranquillement, des commentateurs de canapé, comme dirait Valtteri Bottas, mais les angles morts en Formule 1, c'est très difficile de voir la voiture. C'est pas comme dans votre voiture, hein. Il y a un angle mort beaucoup plus réduit, sous la pluie en plus, adhérence très faible. Donc voilà, il faut pas trop charger la mule sur Nicolas Latifi. Pour le coup, pour Nikita Mazepin, même si Nikita Mazepin a fait de la casse un peu plus tôt ce week-end à Imola. Autre crash que je veux évoquer rapidement avec vous, sous la safety car, une As. C'est pas Romain Grosjean qui est parti en IndyCar ce week-end, qui s'est bien défendu d'ailleurs, Romain Grosjean, pour sa première course en Indy, 10e sur le circuit de Barber en Alabama. Mais c'est Mick Schumacher, finalement son successeur, qui s'est craché sous safety car, justement après cet accident impliquant notamment Nicolas Latifi. Bon, là, rapidement, c'est déjà arrivé à d'autres. Vous blâmez Mick Schumacher, sachant qu'on connaît la savonnette, en tout cas le potentiel savonnette de la As. Vous blâmez Mick Schumacher? Non, non, Bastien. Thibaut a levé le doigt. On lève la main, on est poli pour ce débrief. Thibaut. Non, c'était pour la blague, j'allais dire que pour une fois, Ericsson n'est pas dans le coup, parce qu'on peut pas dire que c'est Ah, Ericsson qui m'a tapé. oh non. Petite référence à Eh Bakou. oui. Mais Oui. non, très rapidement, après je laisse la parole à Bastien. C'est déjà sur sec, la voiture est inconduisible, je pense que sur pluie. Pas... Le pauvre Schumacher, c'est pas comme s'il arrivait chez Mercedes, hein, effectivement. Hein, après, j'ai envie de dire, ça m'a rappelé un événement qui avait valu un fou rire à Jacques Villeneuve en direct pour les essais libres. C'était Felipe Nasser sur le Ouais, sec avec à la Sauber Montréal. qui s'était mis dans le mur, hein, je pense être neuf. À, Mais là, à Montréal, Schumacher, ouais. bon, là, faut bien reconnaître que, bon, alors après, c'est une erreur, c'est peut-être un peu vexant sur le moment, hein, mais je blâmerai pas Schumacher non plus. Hein, il arrive dans une voiture qui glisse de partout déjà sur le sec, alors se mouiller en chauffant des pneus, comment vous voulez faire? Donc vous blâmez Nikita Mazepin qui s'est craché en FP1 à Imola à l'entrée des stands, qui a repris un coup de raquette, un peu comme à Bahreïn, et qui a fini dans le mur alors. Hmm, Ouais, après, pour moi, enfin, oui, il sort, mais, enfin, entre guillemets, ça arrive, et comme le dit Ah Bastien, oui. enfin, je pense que la voiture, elle est tellement mauvaise, enfin, qu'il y a un moment, enfin, Mazepin, on peut en penser ce qu'on veut, au final, enfin, c'est quand même pas un manche, quoi. Enfin, le gars, il a quand même gagné des courses en F2, il sait piloter. Clairement, oui, il a été aidé par son père qui a à moitié arraché l'équipe, mais clairement, c'est pas le gars qui sortait à chaque course non plus les saisons précédentes en F2, donc. Je pense que non. la voiture elle est fondamentalement mauvaise, et que voilà, entre guillemets, que les gars font à peu près ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont sous la main. Et après il y a le cycle entre guillemets psychologique aussi où bah, quand tu sors une fois, deux fois, tu te dis bon, et on voit, je trouve que pour le coup, les ingénieurs de Haas ont été très bons, où en fait on voit pendant la course, ou on entend pendant la course les ingénieurs de Mick qui le rassurent, qui lui parlent très calmement pendant toute la course, justement pour qu'il ait confiance et entre guillemets qu'il oublie, parce que enfin c'est deux jeunes pilotes, ils découvrent la F1, et ils ont besoin aussi de temps pour apprivoiser une voiture qui pour le coup est quasiment inconduisible. Allez, on ne blâme pas, on cajole les pilotes As parce que c'est très difficile pour eux cette saison. Ce sera très difficile. L'occasion de saluer ActuF2 qui dit aussi que Mazepin n'était pas en tort. Je pense qu'il parlait de l'accrochage avec Latifi. Et qui, attention Thibaut, tu as eu une référence, tu as été mis sous investigation pour ta référence avec Ericsson. Attention, on reste concentré dans ce live Motors Inside, deuxième live de notre saison, de la saison 2021. On continue sur Motors Inside, le débrief Radio Emi, avec un nouveau crash qu'on va évoquer aussi rapidement. Yuki Tsunoda, ça nous permettra de parler de Yuki Tsunoda, qui a marqué ses premiers points à Bahreïn, mais là, Yuki, il a fait tout à l'envers, il s'est précipité en Q1, il fracasse son AlphaTauri dans la chicane de la variante haute, je crois la variante Alta, et il bousille l'arrière de son AlphaTauri, alors qu'il y avait encore du potentiel. En course, il part à la faute à la relance du 35e tour, la dernière relance, post-safety car dans Tamburello. Il était 8e, il retombe 18e, il remonte 13e. Ah, Yuki Tsunoda, c'est l'erreur de jeunesse. Ce sont les erreurs de jeunesse, c'est le métier qui rentre, Bastien. J'avais évoqué ça dans le dernier live, c'est qu'il a fait un début un petit peu
un petit peu à la Magnussen. Alors, il n'a pas scoré un podium pour son premier Grand Prix, mais il a de très belles promesses pour la première course, et puis très vite, ça s'effondre. Mais après, je pense aussi qu'on attend, je pense qu'il a un peu la pression de ce qu'on attend de lui, Tsunoda. Et qu'il sait très bien qu'il a une voiture qui peut jouer de gros points, qu'il a un coéquipier qui aussi est capable de gagner des courses quand il en a l'occasion. Donc il a certainement une pression aussi, plus qu'il ne fait d'erreurs de jeunesse, je pense. Ouais, il a plus de pression. Finalement, il est quand même face à un équipier, voilà, Pierre Gasly, qui forcément, bon, nous, sans être objectif, est quand même phénoménal. Donc, c'est pas être objectif de dire ça. Mais Thibaut, le spécialiste de la F2, je t'avais déjà lancé sur le premier débrief avec Yuki Tsunoda. Voilà, qu'en pensait de ce week-end à l'envers du pilote japonais? Je pense que ouais, il s'est mis la pression tout seul parce que la piste, il la connaît. Il a énormément roulé sur cette piste avec AlphaTauri. Euh, je pense qu'on peut mettre ça sur la malédiction du deuxième Grand Prix en Formule 1. Le premier est toujours très bon. Le deuxième, il y a toujours des petits loupés. Et ouais, en soi, vaut mieux tous les faire en un Grand Prix et puis repartir sur une base saine pour le prochain. C'est ça. Bon, bah oui, après, peut-être qu'il y a encore 22, il y a encore 21 Grands Prix derrière. Peut-être que Yuki Tsunoda aura un peu un week-end un peu mouvementé pour la suite de la saison. Mais c'est sûr que là, comme je disais, c'est le métier qui rentre pour Yuki Tsunoda, le pilote japonais. L'occasion de saluer Actu F2, hein, qui suit bien sûr l'actualité de l'antichambre de la Formule 1, qui n'a pas roulé ce week-end à Monaco. La F2, on la retrouvera À à Imola. Monaco. À Non, mais Monaco. t'as dit qu'il n'a pas roulé ce week-end à Monaco. Ah oui, moi j'ai envie de me projeter à Monaco déjà. Non, ils n'ont pas roulé ce week-end à Imola et rendez-vous à Monaco pour la F2. C'était en tout cas le week-end à l'envers de Yuki Tsunoda. Voilà donc pour cette séquence Crash Talk. On pourrait aussi parler de l'accrochage Sergio Perez versus Esteban Ocon, mais on va avancer quand même puisqu'il est déjà 3h40 du matin dans ce débrief du premier live. Deuxième live en tout cas du deuxième Grand Prix de la saison. En tout cas, vous remettez ça dans le sens que vous voulez dans débrief le Grand Prix d'Émilie-Romagne ce soir sur Motors Inside.